Le 18 juin et c'était la journée nationale de l'immigration japonaise au Brésil et comme c'est une histoire très intéressante, je me suis dit que tout simplement c'était l'occasion de vous en faire une petite vidéo et de vous expliquer l'histoire de cette immigration et les conséquences que ça a pu avoir sur la société et la culture brésilienne et sur les propres immigrés japonais et leurs descendants au Brésil. Comme c'est un thème assez conséquent qui s'étale de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, il y aura tout simplement deux parties, donc deux vidéos. Donc la première, je vais tout simplement traiter du début du processus d'immigration et de l'adaptation des immigrés japonais à la société brésilienne, donc ça va aller de la fin du 19e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et la deuxième partie, je vais parler des conséquences de la Seconde Guerre mondiale sur comment ont été perçus et traités les immigrés japonais, les descendants des immigrés japonais dans la société brésilienne et de l'influence de la culture japonaise sur la culture brésilienne. Donc c'est parti! Ce qui est extrêmement important de savoir, c'est que la plus grande diaspora japonaise au monde, elle se trouve au Brésil avec 2 millions de Japonais, donc principalement concentrés dans l'état de São Paulo et spécifiquement dans la ville de São Paulo. Et en fait, cette immigration, elle a débuté au début du XXe siècle et elle a perduré tout au long de ce siècle jusqu'à 1973 avec le dernier navire d'immigrés japonais. Pourquoi les Japonais ont immigré spécifiquement au Brésil et quelles ont été les causes et les conditions de cette immigration ? Donc en fait cette immigration elle est tout simplement le résultat d'un accord qui avait été fait entre le Brésil et le Japon pour servir leurs intérêts en fonction d'un contexte sociopolitique respectif. Donc pour comprendre pourquoi les Japonais ont spécifiquement immigré au Brésil et en plus ont immigré en masse, il faut en fait comprendre le contexte sociopolitique de chacun de ces deux pays à cette époque. Donc on va commencer avec le Brésil. Donc le Brésil en 1850 abolit le trafic de l'esclavage, donc attention le trafic, non pas l'esclavage en soi qui va encore perdurer pendant plusieurs décennies, pendant siècles. Et en fait cette abolition du trafic de l'esclavage va inciter le gouvernement brésilien à ouvrir un processus d'immigration et à inciter l'immigration exclusivement européenne. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque se diffusent en fait des thèses et des théories eugénistes, donc qui défendaient une supériorité de l'homme blanc européen considéré comme plus civilisé en comparaison aux populations indigènes d'Amérique, populations africaines ou populations asiatiques. Découlant de ces théories, s'est également développée l'idée de blanchir la population brésilienne par le moyen de stimuler l'immigration européenne. Et en fait, ce qui est très important et qui reflète extrêmement bien la mentalité de l'époque de cette société brésilienne, c'est qu'en fait, pendant plusieurs décennies, la seule immigration qui va être autorisée à entrer sur le territoire brésilien, ça va être l'immigration exclusivement européenne. C'est-à-dire que toute autre immigration, qu'elle soit africaine ou asiatique, ne va pas être autorisée. Sauf que le 13 mai 1888, le Brésil abolit finalement l'esclavage par la loi Lauréat signée par la princesse Isabelle, donc régente du Brésil à cette époque. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le principal moteur de l'économie brésilienne à cette époque, ce sont les cultures de café. Et en fait, ces cultures de café, elles fonctionnaient exclusivement par l'exploitation de l'esclavage. Et comme on a cette abolition de l'esclavage couplée à ces idées de blanchiment de la population, il va y avoir une volonté de stimuler l'immigration pour justement obtenir une main-d'œuvre étrangère et pour continuer à faire perdurer ces cultures de café. Sauf que quelques années après l'abolition de l'esclavage, donc précisément 2 ans après, on va avoir une série de lois et de décrets qui vont venir autoriser l'immigration africaine et asiatique, donc quand même avec quelques restrictions. Il faut l'autorisation du Parlement, sauf pour les communautés chinoises et japonaises qui peuvent immigrer sans restriction. Donc maintenant pour parler du contexte du Japon à cette époque, donc au 19e siècle, il y avait une politique isolationniste et protectionniste radicale, donc surnommée du Sakoku, qui avait été mise en place en 1150 par la dynastie des Tokugawa et qui avait perduré jusqu'à 1842. Sauf qu'en fait, l'une des conséquences de cette politique, ça a été une croissance extrêmement rapide de la population et des indices démographiques extrêmement hauts. Sauf qu'en fait, le Japon, c'est une archipel dont ses seules frontières sont avec la mer. Donc elle est arrivée à un moment donné où le Japon allait devenir trop petit et le territoire n'allait pas pouvoir contenir toute la population. En 1842, le Japon a finalement mis fin à cette politique et a décidé de s'ouvrir au commerce extérieur et également de moderniser et de mécaniser son agriculture. Sauf que l'une des conséquences de cela, ça a été que énormément d'agriculteurs japonais ont perdu leur emploi, ont fait faillite et ont perdu leurs terres. Il y a eu un mouvement d'exode rural de la part des agriculteurs japonais et de leurs familles, donc pour migrer vers les grandes villes japonaises. Et en fait, l'une des conséquences, ça a été une saturation des villes japonaises. Donc la solution que le gouvernement japonais a trouvée pour remédier à ce problème de la rapide croissance et la saturation des villes, ça a été l'immigration. Donc le gouvernement japonais, il a ainsi incité à l'immigration et
et les populations japonaises ont principalement immigré au Brésil, mais également aux États-Unis, au Canada, en Australie et à Hawaï. Et en fait, c'est à partir de ce moment, donc à la fin du 19e siècle, qu'ont commencé les négociations entre le Brésil et le Japon pour justement faire le lien entre cette nécessité d'émigrer la population japonaise et cette forte demande de main-d'œuvre étrangère pour travailler dans les cultures de café. Et c'est après ces longues négociations qu'est arrivé le premier navire d'immigrants japonais surnommé le Kazatomari, donc en 1908 au port de Santos, donc qui est une ville du littoral de l'état de São Paulo. Et ce navire contenait 793 japonais, dont 65 familles. Sauf que ces familles japonaises, en arrivant sur le territoire brésilien et en voyant la réalité du travail dans ces cultures de café, elles ont été désillusionnées puisqu'elles ont vu un décalage entre ce qu'on leur avait promis, l'image qui avait été faite du Brésil, de comment ils allaient être accueillis et également du travail dans ces cultures de café, et en fait la réalité de la situation. Parce que tout simplement, pour stimuler cette immigration japonaise et stimuler le fait qu'ils viennent travailler dans cette culture de café, les propriétaires des terres de ces cultures avaient fait une propagande en diffusant une image extrêmement positive de ce travail, comme un travail facile et qui leur permettrait de s'enrichir rapidement et facilement. Sauf que bien évidemment, ça n'a pas du tout été le cas et ça a frustré plusieurs familles japonaises qui avaient pour plan initial de s'enrichir au Brésil puis retourner au Japon. Surtout qu'en plus, les conditions de travail étaient extrêmement difficiles puisqu'elles avaient été héritées en fait tout simplement de l'exploitation de l'esclavage. D'autant plus que ces familles avaient déjà accumulé des dettes avant même d'avoir commencé leur vie au Brésil puisque c'était les propriétaires des terres qui avaient payé leur voyage. Donc cette désillusion de ces familles japonaises, elle a été que renforcée par une difficulté à s'adapter et à s'intégrer à cause des différences culturelles, alimentaires, des différences de langue et de coutumes, mais également parce qu'ils ont souffert en fait d'une grande discrimination à cause de préconçus et de stéréotypes d'une partie de la population brésilienne. En fait, la conséquence de cela, ça a été que ces immigrés japonais se sont formés en communauté, ont également créé des écoles japonaises pour pouvoir intégrer leurs enfants et se sont associés pour pouvoir sortir de ce travail de culture de café et pouvoir acheter des bouts de terre et développer leur propre production agricole. C'est l'exemple en fait en 1911 de 5 familles japonaises qui se sont associées et qui ont été en fait les premiers immigrés japonais à être propriétaires de terres brésiliennes. Malgré cette situation, de nombreux autres navires d'immigrés japonais ont continué d'arriver sur le territoire brésilien et avec un énorme flux qui a été constaté juste après la Première Guerre mondiale, donc principalement pour 2 raisons. La première, c'est que les propriétaires des cultures de café continuaient de diffuser cette propagande selon laquelle ce travail dans les cultures de café permettrait de s'enrichir facilement et rapidement. La deuxième raison la plus importante, c'est qu'en fait le deuxième pays d'émigration japonais après le Brésil, qui était les États-Unis, a en 1924 en fait banni l'immigration japonaise et dans le même temps certains autres pays de l'immigration japonaise qui étaient par exemple le Canada et l'Australie ont restreint leur politique d'immigration. Donc en fait à cette époque-là, le seul pays qui était encore favorable à l'immigration japonaise, c'était le Brésil. Donc c'est tout simplement comme ça que de 1917 à 1940, on a eu 164 000 émigrés japonais qui sont arrivés sur le territoire brésilien. Et c'est comme ça que le Brésil est devenu le pays avec le plus de japonais en dehors du Japon. Sauf qu'en 1930, on a un changement politique assez conséquent avec le gouvernement Getúlio Vargas qui vient mettre en place une politique nationaliste. Et c'est à cette période qu'on a une multiplication de lois venant restreindre la quantité d'immigrés au Brésil. Dans cette même période, on a la diffusion de 2 discours. Donc un discours d'un côté nationaliste qui défend l'idée que les immigrés japonais voleraient les emplois des Brésiliens, accompagné de discours racistes. Et d'un autre côté, un discours qui défendrait l'immigration japonaise, défendant l'idée que ces immigrés japonais seraient favorables à l'économie brésilienne et qui seraient en plus responsables de près de la moitié de certaines productions comme la production de thé. C'est comme ça que progressivement ont commencé à apparaître des séries de mesures nationalistes et de mesures de suppression des minorités, donc principalement dans l'état de São Paulo, par exemple en 1934 avec une loi qui interdisait l'alphabétisation des langues étrangères, donc toute langue qui n'était pas le portugais, à tous les enfants de moins de 10 ans. Et en fait, ces mesures nationalistes, elles ont commencé à se diffuser non plus que uniquement au niveau des États, mais au niveau national. Et cette situation, elle s'est complètement empirée avec l'instauration de l'Estado Novo de Getúlio Vargas, donc aussi connu sous le nom de Troisième République brésilienne, donc en 1937, qui a perduré jusqu'en 1946.
Et en fait, ce régime politique, c'était un régime autoritaire, nationaliste et anticommuniste qui a tout simplement renforcé les mesures nationalistes qui restreignaient l'immigration au Brésil et qui restreignaient également les libertés et les conditions de vie des immigrés au Brésil, principalement des communautés japonaises et allemandes. Un exemple extrêmement important qui reflète cette situation, c'est le décret 383, donc qui a été signé en 1938, qui a restreint énormément de liberté des étrangers au Brésil et dont l'article 2 a interdit les étrangers d'exercer ou d'interférer dans des activités publiques de forme directe ou indirecte et a interdit les immigrés de s'organiser en association. Et en fait, progressivement, le gouvernement brésilien de cette époque-là a limité les activités culturelles et éducatives des immigrés, mais également a fait fermer en 1938 les écoles des étrangers, principalement les écoles japonaises, allemandes et italiennes. Également a été interdit toutes les publications et les journaux écrits en langue étrangère. C'était autorisé uniquement dans le cas où c'était rédigé de manière bilingue, donc comprenant la langue portugaise, sauf qu'en fait c'était un coût beaucoup trop élevé que peu de personnes pouvaient se permettre. Donc au final, les journaux ont commencé à s'arrêter d'eux-mêmes. Et finalement, on arrive à la fin de cette vidéo avec la période de la Seconde Guerre mondiale qui n'a fait qu'empirer les conditions de vie et la situation des immigrés au Brésil, principalement des communautés italiennes, japonaises et allemandes, principalement parce qu'en fait ces communautés venaient des pays qui formaient l'axe lors de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient contre les puissances alliées, et en 1942, le Brésil il s'est rallié aux États-Unis officiellement. Donc tout simplement, ces communautés ont commencé à être vues au Brésil comme des ennemis, et leurs conditions de vie, comment ils étaient traités et perçus, n'ont fait que empirer, principalement pour la communauté japonaise où le racisme qui était déjà existant n'a fait qu'empirer également. Mais tout ça, c'est tout ce dont je vais parler dans une deuxième partie, donc dans une deuxième vidéo où je vais évoquer les conséquences de cette Seconde Guerre mondiale, justement sur la manière dont les immigrés, principalement la communauté japonaise, a été perçue et traitée par la société brésilienne, et également l'influence de la culture japonaise sur la culture brésilienne. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à réagir, à me dire votre opinion, et on se retrouve pour une deuxième partie très vite. Salut!